Bonjour, je vous remercie d'être présent à cette séance. Donc le titre est légèrement modifié par rapport à ce qui était annoncé sur le programme, mais enfin somme toute on va traiter du sujet qui était annoncé, c'est-à-dire conduite à tenir devant une tuméfaction de la parotide chez l'adulte. Alors le propos se limitera à l'adulte et non pas à l'enfant, parce que ça nous conduirait dans un exposé qui serait trop généraliste, trop large et trop complexe à traiter dans le temps imparti. En termes d'introduction, donc la parotide est une glande salivaire principale, comme vous le savez, qui est située dans la loge parotidienne. Et en termes d'épidémiologie, donc les tumeurs de la parotide représentent 3% des tumeurs cervico-faciales et 80% des tumeurs salivaires. Comme vous le savez, c'est essentiellement la parotide qui est concernée par ce type de tumeur. Cliniquement, on se retrouve dans trois situations, en fait. Soit on a un tableau clinique concordant en faveur d'une tumeur bénigne, soit à l'opposé, on a un tableau clinique qui est plutôt en faveur d'une tumeur maligne. Et il y a ces situations, je dirais cette zone frontière, cette zone de flou qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir exactement si on est plutôt dans la bénignité ou la malignité. Donc on va avoir besoin de recourir à un certain nombre d'examens paracliniques. Et c'est un petit peu l'objet de cet exposé, qui est la démarche à tenir en termes d'examen paraclinique pour arriver à une prise en charge correcte d'une tuméfaction, d'une tumeur de la parotide. Alors l'examen clinique est primordial, bien évidemment. Il est extrêmement important, mais à lui seul, il va permettre une orientation diagnostique, mais qui peut être insuffisante. Donc il y aura nécessité de recourir à des examens complémentaires. On verra un peu plus loin dans l'exposé ceux qui sont utiles à cette conduite et cette démarche diagnostique. Ces examens-là doivent avoir pour but de construire une démarche diagnostique qui doit conduire à ce qu'on appelle la parotidectomie exploratrice. Ces examens conditionnent, si vous voulez, la réalisation de cet examen, mais ils ne vont en aucun cas remplacer cet examen qui devra de toute façon être fait au moment où on décide de faire la chirurgie. Donc, ce que je vous mets dans la phrase suivante, c'est que la parotidectomie exploratrice est un examen clé pour le diagnostic et pour le traitement, mais c'est à la fois diagnostique et thérapeutique partiellement, puisque c'est ça qui va guider le geste au moment de la chirurgie. Comme vous le savez, la chirurgie parotidienne n'est pas dénuée de risques, puisqu'elle est représentée essentiellement par une pathologie et une complication essentielle qui est le risque de paralysie faciale, du fait de la dissection du nerf facial. C'est une éventualité qui ne doit en aucun cas être éludée au moment où vous faites l'examen clinique et au moment où vous proposez la démarche diagnostique et la chirurgie aux patients. Donc un souci d'information important, sans pour autant affoler les patients, mais il faut, je crois, être extrêmement honnête par rapport à ce risque de paralysie faciale. Donc les objectifs, on va passer assez rapidement. Donc je vais vous faire quelques rappels d'anatomie très rapidement. Les principales histologies de la tumeur parotidienne, des tumeurs parotidiennes, les examens utiles au diagnostic, comme je vous en ai déjà parlé. Ensuite, quelques points techniques pour l'exploration de la parotidectomie exploratrice. Suivi après traitement, j'irai très rapidement puisque on pourra en discuter si vous le souhaitez. Bon, l'anatomie, la loge parotidienne, eh bien, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'elle est située donc pour partie en dehors du muscle masséter et que voilà, ce qui est important à connaître dans l'anatomie de la parotide, c'est qu'elle n'est pas uniquement limitée, si vous voulez, à cette région rétro-angulo-maxillaire. Il faut savoir qu'il y a un prolongement antérieur au niveau du masséter, un prolongement vers le bas qui est le prolongement cervical de la parotide et un prolongement vers le dedans dans l'espace prestilien, parapharyngé, qui est important à connaître. Je vais passer rapidement là-dessus. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que vous avez ce prolongement massétérin ou jugal qui est important à connaître parce que ça peut conduire à des erreurs et des errances diagnostiques. Il faut le savoir, on verra sur des images que certaines
tuméfactions parotidiennes sont très antérieures au niveau jugal. Le prolongement cervical, là aussi, il faut le savoir, ne pas se faire piéger sur un prolongement cervical de la parotide. Le prolongement mastoïdien, il est somme toute assez modéré, mais le prolongement paraphagé, comme je vous en parlais. Ensuite, vous savez qu'il y a 3 éléments non glandulaires dans cette loge parotidienne qui sont importants et qui sont situés dans cette loge toujours de la même façon, c'est-à-dire que quand on va de la superficie vers la profondeur, c'est le nerf, la veine et l'artère. Donc ça, c'est constant. Alors après, on parle de parotide exo ou endofaciale, ou de lobe superficiel et de lobe profond. Ça, c'est des mauvais termes, puisque sur le plan anatomique strict, il n'existe pas une parotide superficielle et une parotide profonde. Il n'y a qu'une seule parotide qui est divisée par le passage du nerf facial. Alors ensuite, le nerf facial, eh bien, vous savez qu'il sort par le trou stylomastoïdien. Il y a différents repérages qui sont nécessaires sur le plan anatomique lors de la dissection. Les 3 essentiels, c'est la suture tympanomastoïdienne qui forme un V ouvert en avant avec un sommet qui est centré sur le trou stylomastoïdien. Ensuite, vous avez un repère qui est extrêmement important sur le plan musculaire, qui est le muscle digastrique, avec la runière digastrique qui vient se situer dans le prolongement du trou stylomastoïdien. On verra que c'est des éléments qui sont importants pour la découverte du nerf facial. Il y en a un 3e qui est important, qui est le processus digitiforme cartilagineux au niveau du conduit auditif externe cartilagineux. Alors quand on parle de tumeurs parotidiennes, pour limiter le propos et pour rester dans le sujet, il y a 2 types de tuméfactions. Il y a ce qu'on appelle les tumeurs parotidiennes à proprement dit, et ensuite les parotidomégalies. Donc il ne faut pas confondre les deux. Et si on devait traiter du sujet des tuméfactions parotidiennes et parotidomégalies, je pense que ça nous porterait trop loin et on n'aurait pas le temps de traiter ça. Les tumeurs parotidiennes, c'est une masse qui est circonscrite et située dans la glande parotide ou l'un de ses prolongements. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement situé dans la région rétro-angulo-maxillaire. Donc je vous ai mis en jaune les localisations les plus fréquentes. N'oubliez jamais ces 3 prolongements superficiels, que sont le prolongement jugal, le prolongement cervical, le prolongement mastoïdien et, comme je vous l'ai dit, le prolongement parapharyngé prestylien. Dans les parotidomégalies, c'est une augmentation globale de volume ou des glandes parotides. Alors ça peut être uni ou bilatéral. Donc là, vous avez une parotidomégalie d'origine ourlienne, donc les oreillons. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent. La prise en charge, bien évidemment, est complètement différente. Voilà quelques exemples cliniques de tuméfaction parotidienne que l'on peut rencontrer. Donc la localisation prétragienne qui est entre guillemets la plus classique et la moins piégeuse. La localisation pré- et sous-lobulaire aussi qui est extrêmement fréquente. Je dirais que ces 2 situations cliniques sont les plus fréquentes. Mais voilà, des situations qui sont beaucoup plus piégeuses sur le plan clinique. Vous avez un prolongement mastoïdien. Donc ne pas prendre cette tuméfaction pour une adénopathie spinale haute. Il faut considérer que ça puisse être une tumeur de la parotide. Voilà un prolongement cervical. Donc il ne faut pas oublier qu'une ligne horizontale qui est tendue entre le bord inférieur de la mandibule et la pointe de la mastoïde définit la région limite entre la région de la face et la région cervicale. Sauf que si vous avez une tumeur qui est développée aux dépens du prolongement cervical de la parotide, eh bien vous vous retrouvez avec une masse dans la région cervicale que vous prendrez à tort comme une pathologie cervicale alors que c'est une pathologie glandulaire de la glande parotide. Et beaucoup plus piégeux aussi, beaucoup plus rare, c'est le prolongement jugal, donc des tuméfactions qui sont très antérieures, qui sont peut-être considérées à tort comme des kystes sébacées, des choses comme ça. Donc faire attention, l'examen clinique est extrêmement important. Les prolongements parapharyngés, donc là je vous ai remis une vue anatomique que je ne détaillerai pas. Quand vous avez une tuméfaction qui est développée aux dépens du prolongement parapharyngé, c'est-à-dire prestylien, de la glande parotide, eh bien vous allez avoir cette image-là, c'est-à-dire que vous allez avoir un pilier antérieur de la loge amygdalienne qui est complètement déplissé par la tumeur, une amygdale qui est refoulée en avant et en dedans.
Donc là, voilà l'image avec l'aluette, la base de langue, et vous voyez la tuméfaction qui refoule la muqueuse. Donc là, une chose importante à connaître, c'est qu'il faut regarder l'aspect de la muqueuse. Si c'est une muqueuse qui est non inflammatoire, si vous n'avez pas de contexte infectieux, c'est extrêmement important à prendre en compte. C'est des données cliniques de base, mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas prendre ça pour un abcès périamidalien. Et au mieux, vous faites une ponction blanche et ça ne changera rien. Au pire, vous faites une incision au bistouri et vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de liquide, mais que c'est tissulaire et que vous allez mettre effectivement la tumeur qui était bien encapsulée dans la région précilienne à la muqueuse avec une efflorescence tumorale au niveau de la muqueuse. Et ça peut être extrêmement difficile à prendre en charge par la suite. Et ça peut poser des problèmes, comme j'ai eu le cas récemment avec une patiente qui m'avait été adressée. Quand on parle de tuméfaction parotidienne, de tumeur parotidienne, je vous ai dit, on élimine tout ce qui est parotidomégalie. Et au sein des tumeurs parotidiennes, il faut distinguer deux sous-groupes. Vous avez les tuméfactions parotidiennes dites secondaires et les tuméfactions parotidiennes primitives, c'est-à-dire les tumeurs développées à partir du parenchyme glandulaire de la glande parotide. N'oubliez jamais ça, c'est-à-dire les tuméfactions parotidiennes secondaires et essentiellement les métastases ganglionnaires, puisqu'il y a des ganglions essentiellement dans la partie superficielle exofaciale de la parotide. Et donc vous pouvez avoir soit des métastases intraganglionnaires, soit des métastases intraglandulaires par atteinte de continuité. Exemple ici d'un spinocellulaire avec une masse intraparotidienne, mais qui est due simplement à cette lésion. Donc ce n'est pas une pathologie de la glande en elle-même, c'est une pathologie cutanée avec une extension à la parotide. Dans les deux cas, que ce soit des tumeurs primitives ou des tumeurs secondaires, eh bien, ce sont des tumeurs qui sont développées dans la partie superficielle, exofaciale de la glande. Je ne vais pas détailler les histologies qu'on peut avoir au niveau des tumeurs parotidiennes. Simplement cette diapositive pour vous rappeler la classification internationale WHO 2005 sur les tumeurs primitives. On distingue trois grands groupes, les tumeurs épithéliales, non épithéliales et les lymphomes. N'oubliez jamais qu'on peut avoir des pathologies lymphomateuses dans la glande parotide, puisqu'il y a des ganglions, il faut le savoir. Et ensuite, dans les tumeurs épithéliales, eh bien, il y a deux sous-groupes. C'est les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Le but de cet exposé, un des objectifs principaux de cet exposé, c'est est-ce qu'on peut prédire, est-ce qu'on peut avoir une démarche diagnostique qui peut orienter vers la bénignité ou la malignité? C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Dans les tumeurs bénignes, eh bien, vous savez que les deux tumeurs les plus fréquentes, c'est l'adénopléomorphe et la tumeur de Warthin. Et dans les carcinomes, je ne vais pas détailler, il y a toute une carrière de possibilités histologiques. Ce qu'il faut retenir, c'est la malignité. L'interrogatoire, alors, c'est très important, bien évidemment, dans toute la pratique de la médecine, mais quelques éléments, quelques points clés à ne pas oublier dans la pathologie parotidienne. Il faut tenir compte des antécédents. Est-ce que le patient a déjà été opéré de la parotide ? Et on voit des patients qui arrivent avec des incisions qui ont été faites dans la région parotidienne, plus ou moins disgracieuses, c'est une chose, mais plus ou moins malheureuse quand on doit reprendre ces patients sur le plan chirurgical. Donc, vous voyez un patient qui avait effectivement un nodule parotidien, qui était en l'occurrence un adénopléomorphe, qui avait été opéré par un chirurgien non cervico-facial et qui avait eu 2 fois des incisions comme ça, en regard, avec énucléation. Le lymphome, donc à partir du moment où vous avez une pathologie lymphomateuse, il ne faut pas oublier de palper les aires ganglionnaires cervicales, le foie, la rate, il y a un contexte, il y a un hémogramme au minimum à demander. Et ne jamais oublier les autres cancers, essentiellement les cancers cutanés. On verra que les spinocellulaires, les mélanomes peuvent donner des métastases intraparotidiennes sous la forme de métastases ganglionnaires intraparotidiennes. Bon, l'immunodépression, c'est une pathologie qu'on voit moins maintenant, mais quand le VIH a fait son apparition, on voyait effectivement des patients qui arrivaient avec plutôt des parotidomégalies que des tuméfactions parotidiennes, souvent bilatérales, polykystiques. Donc ça, c'est plus anecdotique actuellement.
Le mode de découverte, eh ben, c'est essentiellement le patient qui va découvrir cette masse. Donc classiquement, chez l'homme, c'est en se rasant le matin. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui est apparu. Donc ça se résume souvent à ça. Et le motif de consultation et qui amène les patients à consulter, c'est ça. La femme, c'est généralement parce que c'est visible sur le plan esthétique, parce qu'elle a changé sa coupe de cheveux et elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose effectivement qui est apparu dans la région. Il faut demander la date de découverte. Bon, c'est un élément important à noter dans le dossier. La rapidité d'évolution, c'est un élément qui est extrêmement subjectif et qui est extrêmement difficile à faire ressortir de façon objective par les patients, parce qu'à partir du moment où ils l'ont découvert, ils ont l'impression que ça grossit très vite, mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Élément extrêmement important, est-ce que c'est une masse qui est douloureuse ou pas? Parce que si c'est une masse qui est non douloureuse, eh bien on se orientera plutôt vers la bénignité. Si c'est douloureux, c'est plutôt vers la malignité, et c'est un signe qui est extrêmement important à prendre en compte. Alors, quand on fait un examen clinique, il ne faut pas uniquement se faire piéger et faire une focalisation au niveau de la loge parotidienne. Il faut examiner ce qui se passe autour. Il faut examiner les téguments et le conduit auditif externe. Ici, vous voyez une tache brunâtre, donc un mélanome. Ça peut être aussi un carcinome spinocellulaire. Il faut examiner le pavillon de l'oreille parce que les territoires de drainage de ces régions temporozygomatiques et du pavillon de l'oreille se font au niveau de la parotide exofaciale. Le premier relais ganglionnaire se situe à ce niveau-là. L'examen du conduit auditif externe, puisqu'on peut avoir également aussi des spinocellulaires du conduit qui se drainent dans la parotide. Alors quand on examine la tumeur elle-même, eh bien, il va falloir essayer autant que possible de définir les contours de la masse, sa consistance, est-ce qu'elle est dure, molle? On sait tous que l'adénome pléomorphe a une consistance plutôt dure, polylobée, donc déjà il y a un certain nombre de caractéristiques cliniques qui peuvent vous orienter dans le diagnostic. Est-ce que c'est une tuméfaction qui est mobile par rapport au plan profond? Parce que si vous avez une mobilité par rapport à la glande parotidienne, souvent c'est une pathologie qui est située entre la peau et la glande parotide, donc c'est plutôt le derme profond. Donc on peut avoir effectivement des pathologies sous-cutanées profondes qui n'ont rien à voir avec la pathologie parotidienne. La peau en regard, est-ce qu'il existe des adhérences? Est-ce que c'est inflammatoire ou pas? Donc vous voyez, il faut essayer autant que possible de mesurer le grand axe et le petit axe et de noter ça dans les données cliniques et ne pas noter simplement nodule de la parotide, ce qui est un petit peu réducteur. Il faut examiner également le canal de Sténon, qui est le canal de drainage salivaire donc de la glande parotide. Donc il faut palper la région jugale. Il faut faire un toucher bidigital avec une palpation du canal de Sténon, puisqu'il y a aussi la pathologie non tumorale de la glande parotide qui est représentée par la pathologie des lithiases, la pathologie lithiasique. Alors c'est rare effectivement dans la parotide, mais ça existe. Donc il ne faut pas se faire piéger. Examiner l'orifice du sténon pour savoir s'il y a un écoulement salivaire au moment où vous pressez la glande. Est-ce qu'il y a un écoulement mucopurulent? Donc il faut faire attention à ce genre de détails. Et puis quand vous avez une pathologie parapharyngée prestilienne, eh bien, il faut faire un toucher bidigital pour savoir si effectivement, quand vous appuyez dans la région amygdalienne, est-ce que vous avez une correspondance avec la région rétro-angulo-maxillaire et inversement. Bon. Alors c'est pas toujours le cas, même si les tumeurs sont volumineuses. Palpation des aires ganglionnaires. Quand vous avez une pathologie maligne de la glande parotide, eh bien, il peut y avoir bien évidemment un drainage lymphatique intraparotidien, mais vous avez aussi un drainage lymphatique dans la région cervicale. Et les deux premiers relais ganglionnaires que l'on a dans la région parotidienne, eh bien, c'est la région sous-mandibulaire et la région sous-digastrique. C'est quand on fait un évidement ganglionnaire, les premiers relais ganglionnaires qu'on va enlever, c'est essentiellement les territoires 2A, 2B. On peut descendre jusqu'au 3, bien évidemment, mais c'est les premiers relais ganglionnaires. Donc quand vous avez une pathologie qui est plutôt en faveur d'une pathologie maligne, il faut palper aussi les ganglions et le noter dans le dossier. Les signes d'examen clinique, je ne vous ferai pas l'affront de savoir comment examiner une parésie faciale. Le but, c'est de savoir existe-t-elle, oui ou non. Vous aurez exceptionnellement une parésie faciale de tous les territoires des branches du nerf facial, mais il faut dépister une petite déficience dans une des branches du nerf facial. Il faut le noter dans le dossier, parce que ensuite, quand vous allez vous retrouver dans les situations d'opérer ces patients
et que vous serez peut-être amené à sacrifier une ou toute ou partie du nerf facial, il faudra avoir dans le dossier le fait qu'il y existait déjà une paralysie faciale partielle. Et ça, c'est extrêmement important sur le plan médico-légal. Et informer le patient et lui dire, voilà, vous avez une paralysie faciale dans tel territoire, ou une parésie faciale, donc il faut le prendre en compte. Donc au terme de l'examen clinique, on se retrouve dans les trois situations dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, soit vous avez une tumeur primitive de la glande parotidienne, et vous avez trois orientations. En gros, voilà. Vous avez des tumeurs bénignes. Enfin, vous avez des arguments pour dire c'est une pathologie bénigne de la parotide. C'est une tumeur qui est bien circonscrite, qui est mobilisable, non douloureuse, qui n'a pas de paralysie faciale, pas d'adénopathie cervicale. Ça, vous avez les éléments clés pour dire c'est plutôt une pathologie bénigne. Donc, c'est essentiellement l'adénome pléomorphe et la tumeur de Warthin qui représentent 75% de cette pathologie. L'image en miroir, c'est les tumeurs malignes. C'est une tumeur qui est mal circonscrite, fixée, douloureuse, ça c'est essentiel. Paralysie faciale, je pense que les deux mots-clés dans la pathologie maligne de la parotide, c'est la douleur et la paralysie faciale, et la présence d'adénopathie cervicale quand elles existent, mais elles ne sont pas si fréquentes que ça. Je ne vais pas détailler les différents types histologiques qu'on peut avoir, ça représente 5% des cas. Donc si on fait la somme de ces deux situations assez caricaturales et tout, ça représente 80% de la pathologie, je dirais, de l'examen clinique courant de la région parotidienne. Mais il y a une zone d'ombre, une zone floue entre les deux, dans 20% des cas, et où on hésite entre la bénignité et la malignité. Souvent, c'est des signes cliniques qui sont frustres et ou discordants, donc on n'arrive pas à savoir exactement où on se situe. C'est là que ça justifie le fait d'aller à des examens paracliniques. Et maintenant, on va voir effectivement quels sont ces examens paracliniques logiques et nécessaires pour conduire à l'acte que je vous ai parlé tout à l'heure en termes d'introduction, c'est-à-dire la parotidectomie exploratrice. Simplement pour vous dire, l'adénome pléomorphe et la tumeur de Warthin, l'adénome pléomorphe, donc, ça prédomine chez la femme, c'est une tumeur ferme, polylobée, d'évolution lente, vous connaissez ça. Alors que dans la pathologie de la tumeur de Warthin, bon, c'est plutôt les hommes, avec une tumeur molle, arrondie, fluctuante, unie ou bilatérale, de façon synchrone ou métachrone, on sait tous, hein, que c'est plutôt le sujet masculin, la soixantaine, tabagique, qui arrive avec une tuméfaction qui est plutôt molle à la palpation. Donc vous voyez, les critères cliniques déjà peuvent être un élément d'orientation. La malignité, c'est 5% des cas, mais quand on regarde la littérature, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a absence d'un ou plusieurs critères de malignité dans 10 à 45% des cas. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pas aussi caricatural qu'on peut le dire. Et un élément important, la vitesse d'évolution n'est pas un critère absolu de malignité. On peut avoir des tumeurs qui évoluent rapidement et pour autant, ce n'est pas des tumeurs malignes. Les 20%, ça reste le point d'interrogation. Les examens complémentaires. Donc ils ont pour but de conforter l'impression clinique du chirurgien. C'est-à-dire que l'examen clinique est un examen excessivement important. Ils vont être là pour abonder dans le sens de la clinique, mais c'est à intégrer avec cet examen clinique. Ce n'est pas deux choses dissociées, c'est une continuité de la prise en charge de cette tuméfaction. Le but, dans un premier temps, c'est de confirmer l'origine salivaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a des pathologies qui sont non salivaires dans cette région parotidienne. C'est abonder dans le sens de la bénignité et de la malignité, orienter plutôt vers une pathologie bénigne ou maligne en cas de forme indéterminée, dans cette zone de flou. Et quand on est à ce stade-là, c'est un stade d'orientation diagnostique. C'est une orientation diagnostique. On n'a pas de preuve diagnostique sur la nature exacte de la tuméfaction. Donc ça a une valeur aussi d'information pour le patient. Et ça, il faut aussi savoir comment on délivre l'information au patient pour lui dire, écoutez, ça abonde plutôt dans ce type de pathologie, on s'oriente plutôt vers ce type de tumeur et tout, mais il faut rester prudent, il ne faut pas dire, ben voilà ce que vous avez, parce qu'on peut avoir des surprises. Et les deux examens clés, vous les connaissez, c'est l'imagerie et la cytoponction. Alors la cytographie et la scintigraphie au technetium 99, ça n'a aucun intérêt, ça ne se fait plus dans la prise en charge de cette pathologie. L'échographie,
Oui, ça peut être un examen de débrouillage, c'est un bon examen. Vous savez que c'est un examen qui est opérateur dépendant et tout, mais je pense que c'est une imagerie qui est insuffisante pour vous lancer dans une chirurgie parotidienne en termes d'examens qui soient disponibles dans le dossier. Et vous verrez qu'il y a quand même d'autres examens qui sont plus performants. C'est un examen de débrouillage, voilà ce que je vous ai mis entre guillemets. Mais ça ne fait pas de mal. Je veux dire, on fait une échographie, c'est un élément qui peut aller compléter l'examen clinique, mais c'est pas un examen invasif, donc à la limite, ça pose pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est que cet examen peut être couplé à une ponction cytologique. Quand on fait la ponction cytologique, les cytologistes, de plus en plus, aiment orienter leur ponction, si vous voulez, avec un petit échographe, et ça permet de faire une ponction qui soit un peu plus efficiente, plutôt que de se baser purement sur la clinique en ponctionnant et en prenant entre deux doigts la tuméfaction. L'examen de référence de la pathologie salivaire en général, et donc du sujet aujourd'hui de la parotide, c'est bien évidemment l'IRM. Alors on voit des patients qui arrivent avec des scanners, bon c'est sûr qu'on voit des tuméfactions, mais la qualité du rendu en termes d'orientation diagnostique est quand même bien moins bonne que l'IRM. Cette IRM, elle permet de localiser la tumeur, de préciser les contours de la tumeur. On peut voir très finement les contours de la tumeur et on verra que sur cet examen-là, on peut avoir des éléments d'orientation diagnostique, vérifier l'intégrité de la capsule, ça c'est un élément important aussi, et déceler la présence de ganglions. Et une chose à savoir, c'est que même avec la meilleure IRM du monde, actuellement, on ne peut pas voir le nerf facial. Donc, vous ne saurez jamais où est le nerf facial par rapport à la tumeur. Est-ce qu'il est dessous, au-dessus, quel est son trajet? Vous ne le verrez pas. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, je voulais dire, de la réalisation de l'examen IRM, c'est plutôt du ressort du radiologue, mais les séquences qu'il faut demander, donc c'est un T1, T2, T1 plus gadolinium et les séquences de diffusion, parce que ça c'est une évolution de la technique IRM qui évolue très vite actuellement. Et en fonction du coefficient de diffusion, eh bien, le radiologue vous dira c'est plutôt en faveur de la bénignité, plutôt en faveur de la malignité. Donc il faut préciser, il faut argumenter votre demande quand vous faites une demande IRM. Il faut dire, ben voilà, j'ai une tumeur de la parotide, je ne sais pas si c'est bénin, malin, tout. Il faut argumenter. Donc lui, il vous donnera un rendu d'examen radiologique qui sera d'autant plus efficient et de qualité que si vous renseignez correctement la demande. Bon, voilà quelques exemples. L'adénome pléomorphe, donc vous voyez, un adénome pléomorphe situé dans le lobe superficiel en séquence pondérée T1, donc c'est plutôt gris. T2, donc vous voyez, c'est plutôt... ça flash plutôt en séquence T2 et T1 plus gadolinium, eh bien vous voyez ça prend très peu le contraste, finalement on n'a pas de prise de contraste majeure quand on fait l'injection, il n'y a pas de grosse différence entre le T2 et le T1 plus gadolinium. Quand je vous disais que c'est important de faire une imagerie, eh bien ça l'est d'autant plus quand vous avez une tuméfaction qui est développée dans un prolongement parapharyngé prestylien, vous voyez donc un adénome pléomorphe volumineux du côté gauche et dans les coupes coronales, vous voyez l'importance de cet adénome pléomorphe. Et surtout, ce qui est important, c'est de regarder jusqu'où cet adénome pléomorphe monte, parce que ça peut poser des problèmes techniques sur le plan chirurgical quand on les enlève. Les tumeurs de Vartin, vous voyez en T1, c'est un petit peu hétérogène. On voit des zones qui sont un peu grisées, mais avec des tonalités qui sont un peu différentes. En T2, eh bien, vous voyez, il y a quand même des plages liquidienne dans cette masse, c'est hétérogène, et T1 plus gadolinium, ben, ça ne prend pas du tout le contraste, quoi. Donc on peut avoir des orientations. Les carcinomes, là vous avez l'exemple d'un adénocarcinome de la parotide. Ce qui est important, c'est que vous avez une masse qui est mal définie. Vous voyez, c'est une masse qui a une capsule, un contour qui est mal défini. Et puis à un moment donné, bon, le cliché est numérisé. Quand après on passe sur un rétroprojecteur, on perd en qualité. Mais quand vous regardez le contour tumoral, eh bien, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on ne voit plus de différence entre la tumeur et le parenchyme parotidien. Ça, c'est un élément important. Et quand vous raccordez ça à la clinique, c'est certainement une pathologie maligne. Et quand on n'arrive pas à définir correctement une tuméfaction, bon, quand vous voyez
ce genre de tuméfaction. Bon, vous voyez, parfaitement défini, avec un contour qu'on peut parfaitement suivre, et qu'on voyait ce type de tuméfaction, c'est pas du tout la même chose. Hein. Alors, quel est l'apport de la scintigraphie TEP-FDG ou du TEP-TDM? Bon, clairement, les indications ne sont pas bien définies en cas de tumeur des glandes salivaires. C'est pas un examen qu'il faut recommander dans la pathologie maligne des glandes salivaires actuellement. Peut-être que les choses seront différentes dans quelques mois ou dans quelques années, mais dans l'état actuel des choses, c'est pas un examen qui est indispensable à demander. Donc, en cas de suspicion de tumeur maligne, il faut faire systématiquement une TDM injectée du massif facial. Vous allez me dire, mais vous êtes en contradiction avec ce que vous venez de nous dire, puisque l'IRM est l'examen de référence. Mais on verra quand même que la TDM peut apporter un certain nombre d'éléments, et comme vous le savez, la TDM explore mieux l'os que l'IRM, et on verra que c'est important de le voir. Une TDM injectée du thorax et échographie hépatique, mais ça, c'est pas dans le but de la prise en charge de la tuméfaction, mais dans le but d'extension tumorale, dans la pathologie maligne. La place de la TEP-TDM, je vous ai mis point d'interrogation pour l'instant. Il y a des équipes qui sont plutôt en faveur, d'autres qui ne le sont pas. Bon, là, vous avez l'exemple d'un cas dans le service. On avait demandé une TEP-TDM pour un adénocarcinome parotidien gauche. Donc vous voyez, c'est celui-ci hein, que je vous ai montré en IRM. Donc il fixe, mais il aurait pu très bien ne pas fixer. Et pour autant, c'est pas là-dessus qu'on va récuser le caractère malin de la tuméfaction. La TDM de la face avec injection de produits iodés, c'est un examen qui est utile pour la localisation et délimitation de la tumeur. Je le mettrai plutôt bien en arrière par rapport à l'IRM, comme je viens de vous le dire. C'est surtout pour rechercher des atteintes osseuses, le tympanal et l'os pétreux. Vous voyez, on va aller rechercher, savoir s'il y a une mise osseuse ou pas. L'avantage quand même de la TDM, c'est aussi la recherche des adénopathies, ou du moins dans mon expérience et l'expérience du service, on arrive quand même à mieux visualiser les adénopathies sur les scanners que sur les IRM. Vous voyez le cas que je vous ai présenté précédemment avec la TEP et l'IRM, on le retrouve ici, donc ça délimite très bien la tumeur, effectivement, mais on voit qu'il y a une adénopathie ici dans le territoire sous-gastrique qui s'était révélée en plus positive sur le plan histologique. La ponction cytologique et l'aiguille fine, alors nous, on ne la pratique pas dans le service nous-mêmes, on ne la fait pas à la consultation, on l'adresse à un cytologiste qui a pour but essentiel de faire de la cytologie, donc c'est son métier. L'avantage de cette... alors c'est toujours une ponction à l'aiguille fine, hein, ça je ne reviendrai pas là-dessus, vous connaissez les raisons. Et l'avantage, c'est qu'il peut donc faire un étalement sur l'âme, faire l'examen de ses lames et voir la qualité de ce qu'il a comme matériel. Et si effectivement il n'a pas de cellules, il peut refaire une seconde ponction et au bout de la deuxième fois, il va s'arrêter parce que vous avez des tumeurs qui sont extrêmement dures, avec une cellularité qui est extrêmement importante et il ne pourra pas avoir quelques cellules pour pouvoir les examiner. Nous, on a ce luxe-là, mais ce n'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible, hein, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on doit attendre de cet examen ? Bon, il est non contributif dans 5 à 10% des cas, c'est-à-dire que vous allez avoir une réponse en disant je n'ai pas de cellules, je ne peux rien dire. Il peut être contributif dans un certain nombre de cas, donc avec une sensibilité, une spécificité que je vous ai indiquée ici. Et surtout, il va pouvoir vous répondre c'est bénin ou malin. Par contre, en termes de rendu, pour ce qui est de la malignité, vous dire quel est le sous-type de tumeur maligne de la parotide. Tout le monde a cette expérience-là, même s'il peut y avoir quelques petites variations dans les publications et dans ce que vous pouvez entendre dans les congrès, c'est extrêmement difficile. Il y a souvent des faux positifs, des faux négatifs, et après, quand on fait la comparaison entre ce qui est évoqué comme tumeur maligne à la ponction cytologique et ce qui est réellement tumeur maligne à l'étude histologique, il y a un gros écart. Par contre, bénin malin, ils savent le dire, ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'objectif, c'est justifier une chirurgie différée dans le temps. On sait que quelqu'un qui dit « mais bon, j'ai une tuméfaction, là, j'ai une tumeur de la parotide, ça fait 10 ans que je l'ai, vous avez un examen qui est concordant pour un adénome pléomorphe, vous avez une ponction cytologique qui est en faveur d'un adénome pléomorphe, donc vous pouvez justifier le fait de faire attendre un patient pendant 3 mois. Par contre, si cliniquement vous avez déjà un doute et vous avez une ponction cytologique qui abonde plutôt vers la malignité, eh bien, c'est un élément quand même qui va vous pousser à dire et abonder dans le sens de dire au patient mais écoutez, il ne faut pas trop attendre quand même. Il vaut mieux pas trop attendre 3 mois. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai dans 3 mois.
Donc si on fait une synthèse, l'examen clinique, l'IRM et la ponction cytologique, c'est un trépied diagnostique important. Hein, bon, ça, je vous dirais, je n'ai rien révolutionné ce matin en vous disant ça, mais enfin, bon, je pense que c'est quelque chose qui est important à connaître. Et en présence de signes de malignité, il faut faire un bilan d'extension loco-régional et à distance. Donc ça, après, on retombe dans le domaine de la carcinologie d'une façon générale. Et tout ça, une fois que vous avez terminé ce bilan-là, il faut aller à la parotidiectomie exploratrice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Ces examens doivent conditionner et vous préparer, vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour réaliser une parotidiectomie exploratrice. Avant cette parotidiectomie exploratrice, on n'insistera jamais assez sur l'information aux patients. Il faut informer les patients. Donc il faut informer le patient sur le type d'incision. Ça vous paraît banal, mais enfin, les patients, si vous ne les informez pas, vous disent mais pourquoi j'ai cette incision qui est aussi longue pour un nodule qui mesurait 1 cm? Il faut leur expliquer. Il faut leur dire qu'il va y avoir un examen extemporané. Alors, ils vont vous dire mais c'est quoi cette histoire-là? Eh bien, il faut leur dire on va enlever la tumeur, on va attendre qu'on nous réponde, et puis en fonction de ça, je déciderai de faire un geste plus ou moins extensif au niveau de la glande parotide. Ça, c'est quelque chose qu'ils comprennent très bien et qui est important au moment où on annonce le fait qu'il faille opérer ces patients. Il faut les avertir de l'éventualité d'un évidement ganglionnaire, parce que si vous avez une pathologie maligne, il faudra aller faire un évidement des premiers relais ganglionnaires, même si les patients sont QN0, c'est-à-dire pas d'adénopathie clinique et radiologique. Il peut y avoir une morbidité liée à l'évidement, puisque vous avez vu les premiers relais, c'est essentiellement territoire 2 et 3, donc il y a le nerf spinal, donc on ne sait jamais, il peut y avoir un problème, donc il faut les avertir. La paralysie faciale, il faut leur dire qu'une chirurgie parotidienne, même si vous avez l'habitude de la faire, il peut y avoir une paralysie faciale. Alors après, bien sûr, il faut s'entendre par ce qu'on entend par paralysie faciale, ça peut être modéré, ça peut aller jusqu'à la paralysie faciale complète, mais il faut qu'ils soient avertis. Et ils sont souvent plutôt agréablement surpris plutôt que désagréablement surpris. Mais enfin, moi, si vous les avez avertis d'une paralysie faciale, eh bien, vous aurez moins de difficultés à la justifier après le geste chirurgical. Ce qu'on pense moins à dire, enfin, du moins, peut-être moins sur la dépression post-opératoire en arrière de l'angle de la mandibule. Vous savez que ça donne une grosse dépression quand même quand on fait une parotidectomie complète. Il y a des techniques pour éviter ce genre de choses, mais quand vous avez une tumeur qui est située dans dans la partie exofaciale, qui est extrêmement superficielle, qui est juste sous la capsule glandulaire, c'est quand même un petit peu imprudent d'aller faire des techniques en utilisant le SMAS pour pouvoir retendre, éviter la dépression, parce qu'on sait qu'on peut laisser quelques cellules au contact. Et ce qu'on redoute le plus, c'est la rechute tumorale, bien évidemment. Où on pense moins à le faire, et ça c'est quelque chose que je faisais pas assez, mais que je dis souvent, parce que les gens sont très contents, dans la majorité des cas, ils sont opérés, l'incision, ils sont avertis de la dépression et tout, mais ils disent mais pourquoi je sens plus mon lobule de l'oreille, là, je le sens plus. Et souvent, effectivement, ça nous paraît anodin et tout, mais il faut les avertir de ça. Il faut les avertir, on leur dit, oui, c'est très souvent, c'est très fréquent, ça récupère généralement, partiellement, des fois ça récupère pas totalement, donc il faut les avertir de ça. Et du syndrome de Frey aussi, parce qu'on sait que ça peut apparaître assez rapidement, comme ça ne peut jamais apparaître, c'est souvent différé dans le temps, et il ne faut pas qu'ils soient surpris qu'à la consultation, 4, 5, 6 mois après, eh bien, ils aient cette rougeur, cette chaleur avec cette sudation au niveau de la région opératoire. Parce que si vous ne les avez pas avertis avant, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, la préparation du patient, on peut discuter de l'intubation oro ou nasotrachéale. Bon, ça, c'est des habitudes. Le patient a des cubitus dorsal bio sous les épaules, c'est quand vous suspectez une pathologie maligne avec un évidement ganglionnaire à la clé. Si vous faites vous partez plutôt sur une chirurgie parotidienne isolée sans évidement ganglionnaire, il n'y a pas de nécessité de bioter les patients. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Installation des électrodes d'un neurostimulateur, je vous dirais clairement, et je peux vous le dire d'emblée, c'est comme vous le disait tout à l'heure le professeur Renaud Garel, la neurostimulation, c'est une aide, mais il n'y a aucun argument pour dire qu'en chirurgie de première main de la glande parotide, il faille utiliser un neurostimulateur, c'est clair.
La chirurgie de reprise de la glande parotide, c'est autre chose. Mais quand vous êtes dans une première main, c'est une chirurgie première chez quelqu'un qui n'a jamais été opéré, il n'est pas question de dire qu'il est dans l'obligation d'avoir un neurostimulateur. Ce serait malhonnête et ce serait une faute de ma part de vous dire ça. Donc ça, c'est très clairement dit. Bon, le tracé d'incision, voilà. Il ne faut pas hésiter à exposer largement la face, hein, parce que même si vous n'avez pas de neurostimulateur, il y a quand même quelque chose qui marche très bien, c'est de regarder et demander à l'aide opératoire de mettre la main sur la joue, et quand il sent que ça bouge, eh bien, c'est une aide qui est certes moins sophistiquée qu'un neurostimulateur, mais ça marche. Hein. Voilà, donc je ne vais pas passer. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le message essentiel de cette diapositive, c'est que l'instrumentation, c'est-à-dire le neurostimulateur, n'est pas obligatoire. Elle n'est pas utile au repérage du tronc du nerf facial. Normalement, vous avez des repères anatomiques qui sont suffisants pour repérer le nerf facial. Mais il y a des situations où vous avez des tumeurs qui sont sous-faciales, qui refoulent le nerf, des situations qui sont difficiles. Alors, ce n'est pas la majorité des cas, mais qui peuvent être utiles effectivement dans le repérage du nerf facial, mais je dirais c'est anecdotique. D'accord ? Mais pour repérer le tronc du nerf facial, vous avez des techniques qui sont décrites, qui sont redécrites, avec des repérages anatomiques qui sont suffisants pour repérer un tronc. Par contre, c'est une aide certaine pour la dissection fine non traumatique des branches du nerf. Ça, c'est autre chose, mais ce n'est pas la même philosophie, je dirais, de ce qu'on attend du matériel. Vous voyez, une fois que vous avez repéré votre tronc, vous allez disséquer les branches, ça peut être une aide. Quand vous tirez un tout petit peu trop fort sur une branche, le neurostimulateur vous dit attention. Ça veut dire que les manœuvres de traction, c'est surtout les manœuvres de traction au niveau du nerf qui vont se solder par des déficits moteurs après en post-opératoire. Le diminuer le temps opératoire, je mettrai un gros point d'interrogation parce qu'il n'y a pas vraiment d'études bien conduites qui disent effectivement c'est une aide pour diminuer le temps opératoire. Et si on diminue le temps opératoire, ça va jouer quoi à 20 minutes ou 30 minutes. Est-ce que c'est réellement l'enjeu dans une parotidectomie ? Certainement pas. Alors les résultats en ce qui concerne le taux de parésie faciale post-opératoire sont discordants. Là aussi, certaines études vous diront que le fait d'utiliser un neurostimulateur, c'est diminuer le risque de parésie faciale post-opératoire. D'autres sont un peu contradictoires. Bon, c'est pour ça que, grosso modo, il faut attendre ce qu'on peut en attendre de ce type de matériel. Il ne faut pas tout lui demander. Alors, les types d'incisions, donc vous avez des incisions qui sont plus ou moins dissimulées, avec des incisions qui peuvent être des incisions de type lifting, qui remontent derrière le lobule de l'oreille, qui vont très, très loin dans le cuir chevelu. Nous, on n'en a pas l'habitude, et je crois que la majorité des équipes ne le font pas, parce que si vous avez une pathologie, même bénigne, avec un adénome péomorphe, vous avez une dissémination dans la partie du derme profond ou au niveau cutané, des fois vous vous retrouvez avec des rechutes cutanées qui sont extrêmement éloignées de la zone opératoire, c'est extrêmement désagréable. Donc ensuite, les zones d'incision, il faut savoir que donc, vous avez la glande parotide ici, là vous avez le SMAS, vous avez la graisse sous-cutanée et la peau. Donc deux solutions, soit vous avez une tumeur qui est plutôt profonde, située dans le territoire profond de la glande parotide, sous-faciale. À ce moment-là, vous pouvez conserver le SMAS, le laisser, pouvoir le disséquer à la fin pour pouvoir faire des manœuvres de traction et combler la loge parotidienne pour éviter la dépression rétro-angulo-maxillaire. Si la tumeur est extrêmement superficielle et au contact du SMAS, il ne faut pas hésiter, il faut le sacrifier ce SMAS parce qu'il peut être la source d'une rechute tumorale quelques années plus tard, parce que c'est ça le problème de la pathologie parotidienne, c'est que les rechutes elles sont tardives et passer directement dans le territoire sous-cutané. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors ensuite, le repérage du nerf facial, je vous ai donné quelques clés. Ce n'est pas non plus l'objet de mon exposé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que vous avez les trois éléments de repérage essentiels, enfin les deux éléments qui servent en pratique quotidienne, qui sont le muscle digastrique, avec l'émergence du nerf facial qui se fait juste un petit peu en profondeur et au-dessus de l'insertion du muscle digastrique. Vous avez vu sur le plan anatomique avec la rainure digastrique, le trou stylomastoïdien se situe juste un petit peu en haut et en dedans. Et puis vous avez le processus digitiforme qui vous pointe du doigt, comme on le dit, le nerf facial en moyenne entre 5 et 9 mm, 7,5 mm en bas et en dedans, et qui vous montre le nerf facial. Une fois que vous avez repéré le tronc du nerf facial, eh bien, il faut le suivre, ce tronc du nerf facial, parce que vous avez des troncs qui sont extrêmement courts, et bien, il y en a qui sont très longs.
comme ici, vous voyez, une tumeur qui est plutôt sous-faciale, hein, qui se situe ici, vous voyez, le nerf est extrêmement long. Alors pourquoi ça? Parce que tant que vous n'avez pas la division du nerf facial, en au moins une branche cervico-faciale et temporo-faciale, eh bien, vous ne savez jamais si c'est une branche du nerf ou si c'est le tronc qui se continue et qui ne s'est pas encore divisé. Donc il faut poursuivre jusqu'à avoir effectivement au moins cette division en branche cervico-faciale et temporo-faciale. On peut avoir une branche médio-faciale, bon après on ne va pas rentrer dans les détails, des différentes formes anatomiques du nerf facial, ça n'a pas d'intérêt. Bon, il faut l'envoyer en anatomopathologie, faire une demande d'analyse extemporanée. La congélation tumorotech, c'est plutôt accessoire, ça c'est plutôt dans les protocoles de recherche ou pas, mais maintenant avec le projet REFCOR qui a été instauré en France, toute pathologie parotidienne, toute tuméfaction parotidienne, ce d'autant qu'on part plutôt pour une pathologie maligne, on a tendance à demander à l'anatomopathologiste d'en conserver une partie en congélation. En cas de tumeur parapharyngée, vous avez une parotidiectomie exofaciale superficielle qui fait partie intégrante de la voie d'abord. Vous n'allez pas traiter la tumeur de cette façon-là, mais c'est nécessaire de la faire pour pouvoir exposer le nerf facial et pouvoir aborder l'espace parapharyngé. Bon, le tronc et les branches du nerf facial sont soulevés et réclinés vers le haut. Et ensuite, bon, je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais ensuite, si vous mettez un écarteur ici sous l'angle mandibulaire, et en sectionnant le muscle stylo-hyoïdien, vous avez un accès à l'espace parapharyngé, l'espace prestilien, et au doigt, on va chercher la tumeur. Donc il faut faire attention à ce moment-là d'énucléer, parce que c'est ça, on va énucléer la tumeur au doigt, mais il ne faut pas la fragmenter, parce que là c'est pire que tout, parce que vous en mettez de partout, et là c'est l'abomination. Les voies transmandibulaires, je vais passer extrêmement vite. C'est des tumeurs qui sont extrêmement volumineuses, qui remontent jusqu'à la base du crâne. Et quand vous commencez la dissection au doigt et que vous voyez que c'est une tumeur qui est peu cellulaire, qui commence à se fragmenter et qui ne viendra pas, que vous n'arriverez pas à énucléer, du moins à Grenoble, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel à un chirurgien maxillofacial qui nous fait une voie transmandibulaire. C'est l'exception, hein, il ne faut pas retenir ça. Hein. Mais de temps en temps, ça peut rendre service d'avoir une voie transmandibulaire pour exposer parfaitement la tumeur et faire une exérèse tumorale en passant en dehors de la capsule et pas fragmenter la tumeur. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est extrêmement déconseillé, c'est de se laisser tenter, aller faire une incision comme ça en bouche au niveau du pilier antérieur et énucléer la tumeur, parce que la tumeur est toujours plus profonde qu'il n'y paraît. Et puis après, vous allez commencer à disséquer, vous allez fragmenter la tumeur, vous allez en mettre de partout, et puis n'oubliez pas que bon, même si vous êtes dans l'espace prestilien, c'est pas vasculaire, mais si vous passez dans l'espace rétrostilien, il y a quand même la carotide interne, et là, si vous avez un problème, c'est difficile à rattraper. Donc la règle, ça doit être une exérèse en monobloc. Hein, ça, c'est même avec une tumeur parapharyngée, il faut vérifier que vous avez une intégrité capsulaire. D'accord. Il ne faut pas morceler la tumeur parce que vous limitez le risque de rechute, bien évidemment. Même si vous prenez toutes les précautions, on peut avoir des rechutes, mais enfin, si vous morcelez la tumeur, c'est sûr que vous l'aurez. Donc ensuite, une fois que vous avez le résultat de l'examen extemporané, eh bien, en fonction de ce qu'on va vous répondre et en fonction des écoles aussi, hein, ça c'est sûr que certains vous préconiseront de faire une parotidiectomie exofaciale pour un adénopolymorphe, d'autres vous diront qu'il faut faire une parotidiectomie complète. Là, vous avez par exemple une parotidiectomie exofaciale polaire inférieure, c'est un patient qui a un lipome, donc c'est pas nécessaire d'aller plus loin. Et puis là, un adénome pléomorphe où eh bien, on a fait une parotidiectomie la plus exhaustive possible. La parotidiectomie totale, ça n'existe pas. On laisse toujours quelques petits lobules, mais il faut faire très propre dans la région où se situait la tumeur. Il faut vraiment être très exhaustif dans la région où se situait la tumeur. Si vous êtes devant une pathologie tumorale, il n'y a pas de règle, je vais passer très vite, il n'y a pas de règle sur le sacrifice du nerf facial. Avant, il y avait un dogme qui disait pathologie tumorale maligne, il faut sacrifier le nerf facial. Non, il faut sacrifier ce qui n'est pas disséquable par rapport à la tumeur. Si vous avez une branche qui adhère ou qui est intratumorale, il faut la sacrifier. Mais tout ce qui est à distance et qui peut être conservé doit être conservé. Et il faut faire un évitement ganglionnaire des premiers relais ganglionnaires. Là, je vais passer rapidement. Ensuite, les suites. La paralysie faciale, elle est présente dans 30 à 60% des cas. Alors après, vous avez différents grades. Hein. Ça va du grade 2, 3 jusqu'au grade 6. Donc, mais ça, il faut en avertir le patient. Elle est généralement transitoire. La paralysie faciale définitive, c'est moins de 5% des cas. Bon, c'est quand même l'exception, mais c'est jamais du 100% de récupération. La dépression rétromandibulaire, elle est plus ou moins importante et disgracieuse. C'est-à-dire qu'en fonction du patient,
Si vous avez un patient qui est un petit peu adipeux, avec une joue un peu grasse et qui tombe, mais généralement ça se voit pas beaucoup. C'est surtout chez les sujets minces, c'est surtout chez les femmes qui sont fines, avec des coups fins, et des visages fins, avec un relief mandibulaire qui est bien marqué, où c'est visible. Vous avez la technique donc du SMAS avec le comblement. Vous avez d'autres techniques qui ont été décrites, notamment par le professeur Trottou, qui mettait un caillot sanguin à partir des prélèvements sanguins qui avaient été réalisés pendant l'intervention chirurgicale et qui a été mis dans la loge de façon à créer une fibrose et combler. Mais enfin, le problème, c'est quand même source de complications infectieuses. Ça peut être source de difficultés chirurgicales supplémentaires quand vous devez reprendre les patients. C'est extrêmement dur. Vous avez des techniques aussi de rotation partielle du muscle sternocleidomastoïdien. Voilà. En tout cas, nous, à Grenoble, l'expérience qu'on a, soit on ne comble pas, ce qui est la majorité des cas, soit on peut utiliser le SMAS. À ce moment-là, on fait la technique du lifting. Je ne sais pas, on peut en discuter après si vous le souhaitez. Le syndrome de Frey peut apparaître de façon différée dans 10 à 50% des cas. Généralement, moi, ce que je dis, en tout cas, je leur dis quand ils viennent, la première question, c'est de savoir si c'est invalidant ou pas. Si on dit, écoutez, moi, chaque fois que je mange, ça devient très chaud, très rouge, ça coule abondamment, je peux plus aller au restaurant et tout. Là, il faut le prendre en compte, il faut le traiter. Quand ils vous disent, bah, écoutez, finalement, ça m'embête pas beaucoup, en général, la sagesse, c'est de leur dire, attendez un petit peu, soyez patient. En général, ça va se tarir avec le temps. Et dans mon expérience, en tout cas, dans l'expérience du service, on s'aperçoit qu'il y a une majorité de syndrome de Frey qui passent comme ça, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Bon, l'étude le suit, on va passer rapidement pour laisser un petit peu de discussion. Donc, les messages forts. Donc, les tumeurs de la parotide, une très grande variété histologique. Ça, je vous apprends rien en disant ça. Donc, la démarche diagnostique, elle repose sur l'examen clinique, l'IRM et la ponction cytologique. C'est le trépied diagnostique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, n'oubliez jamais que ces examens permettent une orientation diagnostique. C'est une orientation diagnostique qui doit être confirmée par une parotidectomie exploratrice avec analyse extemporanée. L'analyse extemporanée vous précise la nature de la tumeur et va vous guider le geste. Soit vous faites une partielle, soit vous faites une totale. Là aussi, il y a des questions d'école, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. En général, la majorité des équipes font une parotidectomie totale, même pour un adénome péomorphe. Souvent, c'est la pathologie la plus fréquente. Le risque principal de la chirurgie parotidienne, c'est quand même la parésie faciale. Donc il faut bien informer le patient avant. Il ne sera pas surpris s'il en a une après. Il faut lui dire que dans l'immense majorité des cas, ça va récupérer. Et en cas de tumeur maligne, le cas doit être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, puisque c'est une pathologie maligne, c'est pas parce que c'est la glande parotide, bien c'est un cancer comme un autre, donc il faut discuter et savoir si oui ou non il y a une nécessité de faire un traitement adjuvant, en l'occurrence une radiothérapie ou pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but du sujet que j'avais à vous traiter ici, mais on a des tumeurs malignes de bas grade qu'on n'irradiera pas et d'autres qu'on fera irradier en fonction de la discussion qu'on aura en RCP. Donc là, vous avez un certain nombre de références bibliographiques qui peuvent vous être utiles si vous le souhaitez. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, encore 5 minutes. Oui. J'ai pas entendu. Alors, moi, j'ai appris la parotidectomie dans mon service. Je suis allé dans d'autres services où j'ai pu voir les autres techniques, notamment à Montpellier. Je pense que la meilleure solution, c'est d'utiliser des coagulations bipolaires à des faibles intensités. Et n'oubliez jamais qu'il faut irriguer au moment où vous faites la coagulation. Quand vous êtes très proche de la branche du nerf facial, il faut demander à un aide opératoire d'avoir un petit cathlon mis sur une seringue et d'arroser, mais quelques gouttes, et faire la coagulation très prudente en vous écartant le plus possible. Voilà. Tous ces désinstrumentations, l'ultracision, ligachour et tout, moi je suis extrêmement prudent parce que si vous mettez votre doigt au bout de la pince, une fois que vous avez fait votre coagulation, c'est extrêmement chaud. Vous vous brûlez. Et le nerf facial n'aime pas trop quand même l'hyperthermie. Alors je sais que certaines équipes le font, en sont très, très contents, certains le font très bien.
En tout cas, sur des parotidectomies complètes, exhaustives, où on doit disséquer toutes les branches du nerf facial, passer sous les branches et tout, moi je pense franchement que c'est pas un instrument qui est particulièrement adapté. Maintenant, c'est une opinion, hein. Je veux dire, je sais pas. Enfin, dans la majorité des traités de chirurgie, on vous conseille quand même d'utiliser des coagulations à faible intensité, des irrigations. Et c'est la même chose quand vous utilisez sur une zone de saignement une compresse humide. Le nerf facial n'aime pas trop non plus les compresses qui ne soient pas humidifiées parce que ça vous fait vous râper le nerf facial. Alors après, on opère avec ou sans loupe grossissante. Hein, là aussi, c'est l'habitude de chacun. Mais quand vous regardez un nerf facial et que vous voyez sa vascularisation superficielle qui est conservée, vous êtes plutôt rassuré. Quand vous avez un nerf facial qui est conservé mais qui est parfaitement blanchi sur les branches du nerf facial pour toute ou partie du territoire, vous êtes quasiment certain qu'à la fin, vous allez avoir un patient avec une parésie faciale qui mettra du temps à récupérer. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. On a tous la réflexion, quand on opère une parotide, on aimerait mieux opérer une parotide sans nerf facial ni vaisseau dans la parotide. Mais non, mais c'est le problème. Mais enfin moi en tout cas, dans mes mains, moi je préfère utiliser encore la coagulation bipolaire. Je sais pas ce que tu en penses, Renaud, à Montpellier, je pense que c'est ce que. On l'a essayé pour revoir. Oui, oui, oui. Ça se prête moins à l'utilisation des bistouris alternatives, disons, que la chirurgie latérale, par exemple. Oui, ça n'a rien à voir. On est obligé de changer sans cesse d'instruments, on fait des va-et-vient. Voilà. De toute façon, puis on est beaucoup moins précis avec une couleur fine. Alors après, bon, voilà, faut prendre son temps. Hein, il faut prendre son temps. Il faut bien utiliser le vaisseau, utiliser des compresses humides, irriguer, faire une petite coagulation ciblée à faible intensité. Bon, c'est vrai, on met plus de temps, c'est sûr. Mais le rendu en termes de chirurgie, c'est quand même de limiter le risque de parésie faciale. C'est le but essentiel, parce que le patient, c'est ce qu'il attend. Hein. Donc si c'est pour gagner 20-25 minutes sur une chirurgie, je ne vois pas l'intérêt. Moi, par expérience, moi, je vous ai dit, hein, ces instruments quand même qui sont d'une maniabilité qui est moins adaptée que la chirurgie thyroïdienne. Et quand vous mettez le doigt dessus, faites l'expérience, vous verrez. Hein, c'est extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Donc si ça vous brûle le doigt, ça peut brûler le nerf facial aussi. Je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions, on peut terminer. Très bien, je vous remercie.